pour les départs et les actualités réglementaires. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Cédric Valentu, qui est notre pharmacien conseil régional chargé de mission. Nous avons également Marlène Buisson, qui est pharmacien conseil en Savoie, Caroline Lecuel, pharmacien conseil dans la Loire, Karine Fontaine, pharmacien conseil en Isère, et moi-même, Colombe Chenevoix, pharmacien conseil en Haute-Savoie. Donc, comme je vous l'ai dit, on va voir deux grandes parties. À la fin de chaque partie, on prendra un temps d'échange pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en direct en utilisant le bouton QR. Donc, on démarre avec la nouvelle procédure pour les départs à l'étranger. Pour rappel, cette procédure, elle a pour objectif de vous permettre de facturer en une fois un traitement pour une durée maximale de 6 mois. Et je passe la parole à Caroline. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, concernant cette nouvelle procédure, on va voir ce qui reste inchangé par rapport à celle actuellement en vigueur. Donc c'est une procédure qui sera régionale, donc applicable uniquement en région Aura. Elle s'adresse aux patients qui résident en France depuis plus de 6 mois, sauf certains cas particuliers comme le personnel diplomatique ou consulaire ou les travailleurs détachés, par exemple. On privilégie toujours la délivrance de grands conditionnements, de médicaments génériques ou de biosimilaires. Et on incite toujours à consulter et à alimenter le dossier médical partagé du patient. Et puis, n'hésitez pas aussi à inciter le patient à mettre à jour son espace santé. Slide suivante. Alors maintenant, plus spécifiquement pour les médecins, le médecin est toujours obligé d'indiquer sur la prescription médicale une mention qui est accord pour délivrance du traitement en une seule fois pour départ à l'étranger pour une durée de X mois sans excéder 6 mois. Ensuite, donc pour l'assuré, il est toujours obligé de compléter dans sa totalité et signer une attestation sur l'honneur qu'il doit présenter conjointement à sa prescription médicale à son pharmacien au plus tard 15 jours avant le départ. Alors ici, attention, l'attestation sur l'honneur, il faut être vigilant à ce que ce soit l'attestation qui a été préparée par la région Aura, puisqu'il en existe plusieurs en fonction des régions. Donc là, on vous a mis le lien sur lequel se trouve l'attestation Aura. Et pour les pharmaciens, ce qui ne change pas, c'est qu'il est toujours amené à délivrer et facturer en une seule fois avec la carte vitale, conformément à la prescription et à la réglementation. Et il doit transmettre à la CEPAM via SCORE les deux documents qui sont l'ordonnance et l'attestation sur l'honneur qui était par l'assuré et signé. Voilà. Donc maintenant, je repasse la parole à Colombe qui va elle aborder plutôt la partie sur les changements. Voilà, donc on va vous parler des nouveautés. Donc, celle que vous attendiez, c'était la fin de la distinction entre l'Union européenne et le hors Union européenne. Donc, la procédure, elle devient valable pour tous les départs à l'étranger, sauf pour les départements et régions d'outre-mer et les déplacements métropolitains. La procédure, elle demande également que la carte vitale et l'application carte vitale soient utilisées de façon obligatoire. Elle concerne les patients qui sont connus et réguliers de l'officine. Vous allez pouvoir délivrer les médicaments à surveillance particulière pour la période qui court entre les deux examens médicaux, toujours dans la limite autorisée des 6 mois. Et il y a un cas particulier pour la prégabaline. Vous ne pourrez délivrer la prégabaline pour une durée limitée à 3 mois maximum. Donc, comme je vous le disais, cette procédure, elle concerne les assurés du régime général et qui dépendent d'une caisse primaire d'assurance maladie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque CEPAM va traiter ses propres assurés. Et donc, cette dérogation, elle pourra donner lieu à un suivi et à des contrôles réguliers par l'assurance maladie. Donc, les médicaments qui sont exclus de ce dispositif, comme la dernière procédure, il y a les médicaments dont la durée maximale de prescription est fixée par le Code de la santé publique. On y retrouve les anxiolytiques et les opioïdes, les hypnotiques et les stupéfiants. Sont également exclus du dispositif les médicaments qui nécessitent une surveillance particulière mensuelle, comme la clozapine ou les rétinoïdes. Les médicaments à visée préventive et ceux destinés à la constitution d'une trousse d'urgence de voyage sont exclus. Les médicaments destinés aux bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Et comme je vous disais, la prégabaline, vous ne pourrez délivrer que pour une durée maximale de 3 mois.
Et je repasse la parole à Caroline. Donc maintenant, les médicaments qui sont soumis à l'avis du service médical, ce sont les médicaments d'exception et les médicaments qui ont une valeur supérieure ou égale à 300 euros. Alors, les demandes d'avis sont réalisées soit par téléphone au 3608, soit par email via Amélie Pro, donc dans la rubrique Contacter le service médical. Slide suivante. Donc, en pratique, qu'est-ce que le pharmacien doit vérifier? Donc, dans un premier temps, il doit bien vérifier les informations liées au patient. Donc, bien s'assurer que le patient, c'est un patient connu et régulier de l'officine, qu'il est bien affilié au régime général et qui dépend bien d'une CEPAM de la région Aura, qui possède bien sa carte vitale ou l'application carte vitale maintenant, qui remet bien l'attestation sur l'honneur complétée et signée conjointement avec l'ordonnance. Vérifier aussi que ce n'est pas un départ en région outre-mer, parce que la procédure ne s'applique pas pour les régions d'outre-mer. Et dernier point, vérifier que ce n'est pas un bénéficiaire de l'AME, de l'aide médicale d'État, et qui respecte bien les conditions de résidence. Donc, autre information à vérifier, ce sont les informations liées à la procédure. Donc, vérifier que le départ, il est dans un délai supérieur ou égal à 15 jours et que le médecin a bien mentionné sur l'ordonnance la mention obligatoire, accord pour délivrance d'un départ à l'étranger pour une durée de X mois sans dépasser le 6 mois. Donc là, c'est trois cas de figure qui peuvent vous arriver. Donc, si le médicament, c'est un médicament d'exception ou si le médicament coûte plus de 300 euros, là, vous allez devoir faire une demande d'avis au service médical. Si le médicament sur l'ordonnance, c'est un médicament qui est sur la liste des médicaments exclus de la procédure, dans ce cas, pas de facturation à l'assurance maladie. Et si le médicament n'est pas sur la liste des médicaments exclus, qui n'a pas de surveillance particulière, que ce n'est pas un médicament d'exception et qui coûte moins de 300 euros, dans ce cas-là, vous pouvez délivrer et facturer en une seule fois pour un maximum de 6 mois. Et dernière information à vérifier sont des informations liées à l'ordonnance. Alors, théoriquement, comme on le disait, les patients, c'est des patients qui sont habitués de votre pharmacie, que vous connaissez. Malgré tout, si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire authentifier l'ordonnance ou même l'attestation via Asafo, ou même aller chercher dans Asafo des informations. Et également, il relève encore de votre responsabilité de faire l'analyse réglementaire et pharmaceutique avant de demander l'avis au service médical. L'avis du service médical, c'est un avis, c'est une autorisation réglementaire, mais ça ne vous dispense pas de votre responsabilité pharmaceutique. Voilà. Donc, je repasse la parole à Colombe. Donc, en pratique, au comptoir, à partir du mois de mai 2025, vous avez un patient qui va se présenter au comptoir avec une ordonnance de médicaments d'exception ou avec un médicament qui va coûter plus de 300 euros. On part du présent et que le patient a bien son attestation sur l'honneur qui a été signée et remplie et il part donc pour une période de moins de 6 mois. Donc, votre demande, vous allez pouvoir la faire soit par téléphone au 3608, soit via AmiPro. Donc, il va falloir renseigner le motif à l'attention du service médical, demande de médicaments pour départ à l'étranger. Il faudra également nous fournir le numéro de sécurité sociale de votre patient, sa date de naissance et la CEPAM dont il dépend, ainsi qu'une adresse mail valide. Ça, c'est dans le cas où vous faites votre demande par téléphone. Le service médical vous répondra depuis une messagerie ne pas répondre assurance-maladie.fr. Vous allez devoir cliquer sur un lien Blue Files, qui est une plateforme de messagerie sécurisée, qui va vous faire accéder à une page où il faudra renseigner votre adresse mail et valider. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez déposer l'ordonnance et l'attestation sur l'honneur qui a été remplie par le patient. Et donc, l'accord ou le refus du service médical arrivera par cette même messagerie. Donc, à réception de l'avis du service médical, deux possibilités. L'avis favorable a été rendu. Vous pouvez donc facturer en une fois la totalité du traitement en scannant bien les documents justificatifs, c'est-à-dire l'ordonnance avec la mention du médecin, l'attestation sur l'honneur de l'assuré et le mail du service médical qui mentionne l'avis favorable.
Donc cet avis favorable, il permet bien de sécuriser votre facturation à l'assurance maladie. Autre cas de figure, l'avis défavorable a été rendu. Il n'y a donc pas de facturation à l'assurance maladie. Donc attention, en l'absence d'avis, il n'y a pas d'accord implicite. Il faudra renouveler votre demande. On va voir donc quelques cas de comptoir pour que ça soit plus concret. Donc concernant la prégabaline, vous avez un patient qui vient à la pharmacie avec une ordonnance de prégabaline pour un départ de 3 mois. Vous pouvez donc délivrer en facturant avec la carte vitale en une fois, sans demander l'avis du service médical pour la durée de 3 mois. Dans le cas par contre où la personne part pour 6 mois, vous ne pourrez pas délivrer pour une durée de 6 mois. Vous serez donc obligé de délivrer pour une durée maximale de 3 mois. Ensuite, concernant les médicaments à surveillance particulière, si ce médicament n'est pas un médicament d'exception et coûte moins de 300 euros et qu'il a une surveillance particulière tous les 6 mois, vous pouvez délivrer en facturant avec la carte vitale en une fois, sans la sollicitation du service médical, pour une durée de 6 mois. Par contre, si vous avez cette même ordonnance et que le patient part pour 6 mois, mais le médicament a une surveillance particulière tous les 3 mois, vous ne pourrez délivrer que pour la durée de 3 mois maximum. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver cette nouvelle procédure sous forme de mémo prochainement sur amélie.fr pharmacien. Je vous ai indiqué le chemin pour trouver ce mémo et c'est aussi l'endroit où vous pourrez trouver cette nouvelle attestation sur l'honneur. Voilà, je vais maintenant passer la main à Cédric si tu veux répondre aux questions qui ont été posées en direct. Alors, on a eu, bonjour à tous, à toutes, on a eu pas mal de questions déjà répondues en direct. Je voulais juste repréciser, euh, pour la e-prescription, hein, on avait l'ajout à la main par un médecin. Ça, il faut bien que normalement la mention soit mise par le prescripteur sur l'e-prescription, hein. Sinon, il faudra prendre contact avec le prescripteur pour vérifier que ça ne soit pas un ajout de l'assuré. Je reprécise aussi, oui, pour les benzodiazépines qui, par exemple, sont limitées à 12 semaines normalement en délivrance, le patient peut partir, mais donc du coup avec 12 semaines maximum. C'est pas, il ne peut ne pas partir. Par contre, les hypnotiques, eux, c'est par exemple un mois et c'est bloqué un mois. On ne pourra pas partir à l'étranger avec un hypnotique, en théorie, pour plusieurs mois. Je redis aussi, oui, comment fait-on pour les assurés autres que la CEPAM, donc les assurés MGEN, MSA ou d'autres régimes? On l'a bien dit en préambule, cette procédure ne concerne que les assurés du régime général de la région Aura. Pour un étudiant, pour une personne qui réside, en tout cas qui vient dans une pharmacie d'Aura, mais qui n'est pas d'un régime d'Aura, il faudra bien se retourner vers ce régime, y compris si c'est une CEPAM d'un autre département. CEPAM Bretagne, CEPAM parisienne, etc. Combien de temps prévoir aussi pour avoir le retour de l'avis du service médical? Il peut y avoir un temps plus ou moins long, c'est ce que j'ai répondu à l'écrit, mais je le dis à l'oral pour que ça soit enregistré et fiché. C'est pour ça qu'il faut anticiper les demandes, il faut 15 jours, mais normalement, une réponse du service médical se fera aux horizons de 48 à 72 heures. Mais on peut comprendre qu'une demande qui va être peut-être faite un vendredi à 18 heures n'aura pas de réponse avant le mardi ou le mercredi des jours suivants. Donc, c'est important de communiquer auprès de vos assurés, en tout cas, d'anticiper leurs demandes. On a d'autres questions, mais je vais essayer d'y répondre et puis je vous laisse continuer. Ok, merci Cédric. Donc, on va continuer donc la deuxième partie de ce webinaire qui porte sur les actualités réglementaires. Donc, je vous invite toujours à poser vos questions en direct et on y répondra à la fin de cette partie. Et donc, je passe la main à Marlène qui va vous parler des antidiabétiques analogues du GLP-1. Merci Colombe et bonjour à tous. Alors concernant les analogues du GLP-1, pour vous redécrire un petit peu le contexte, comme vous le savez, ben, les analogues du GLP-1, ce sont des traitements qui ont un coût qui est élevé et notamment par rapport aux autres lignes de traitement utilisées dans le diabète. On a vu une forte augmentation des montants remboursés, notamment donc sur les analogues du GLP-1. Pour vous donner une idée, en 2023, on avait une augmentation de 40% des montants remboursés sur Ozempic et 20% d'augmentation sur la classe des analogues du GLP-1. Et également, on a quand même eu une population cible qui était à la base définie par la HAS et qui a été largement dépassée sur 2023 et 2024. Et tout cela donc nous a invités à mettre en place un dispositif
qui va permettre tout simplement en fait de lutter contre les ruptures d'approvisionnement qui ont été mondiales et qui sont liées en fait à ces prescriptions qui ont été effectuées hors AMM et donc au mésusage qui a eu lieu concernant donc cette classe thérapeutique. Le but, ça va être d'éviter les prescriptions remboursées hors AMM et donc de prendre en charge les analogues du GLP-1 uniquement dans le cas où ils sont prescrits dans le champ de l'AMM et de prioriser les patients qui ont réellement besoin de ces analogues du GLP-1 pour éviter en fait qu'ils soient privés de leur traitement dû aux ruptures d'approvisionnement. Ça va permettre bien sûr finalement donc de maîtriser l'évolution des coûts. Alors, ce dispositif, donc, qui est mis en place depuis le 1er février 2025, c'est un formulaire qui va aider le prescripteur à évaluer la prescription qu'il réalise pour l'analogue du GLP-1, à savoir est-ce que la prescription se fait dans le champ ou pas de l'AMM. Ce dispositif, il est prévu à la convention médicale et il fait partie donc des outils qui visent à améliorer la pertinence des prescriptions des produits de santé. Pour l'instant, ce dispositif, il s'applique uniquement à la classe des analogues du GLP-1, mais sachez que dans l'avenir, il va s'appliquer à d'autres médicaments, soit des médicaments à fort enjeu de santé publique, soit pour lesquels on aura un enjeu financier, ou même des médicaments qui sont à risque de mésusage. À l'heure actuelle, donc comme je vous le disais, pour le moment, les premiers médicaments concernés sont donc l'Ozempic, le Trulicity et le Victoza. Ce dispositif concernait également le Byetta, mais comme vous le savez, depuis novembre 2024, le Byetta n'est plus commercialisé, donc on ne l'a pas fait apparaître sur la diapositive. Alors, en pratique, comment ça se passe? Il va y avoir deux options. La première option, c'est lorsque vous recevez le formulaire papier. Cela peut arriver dans le cadre de prescripteurs qui ne disposent pas d'Amélie Pro et du téléservice. À ce moment-là, donc ils impriment le formulaire et le patient se présente à l'officine avec le formulaire papier. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est le volet numéro 3 que le patient va vous présenter et qui va vous remettre. Et le deuxième élément, c'est la deuxième option. Donc, dans ce cas-là, ce sera toujours, vous l'aurez donc en version papier, ce sera le justificatif en fait d'accompagnement à la prescription, mais qui cette fois émane en fait du téléservice qui est disponible sur Amélie Pro pour les prescripteurs ayant accès à Amélie Pro. Et là, donc, c'est à nouveau ce justificatif qui va vous intéresser. Et que ce soit la version où le prescripteur a imprimé ou bien la version qui émane du téléservice, vous allez regarder donc l'encart médicament prescrit et le résultat, vous voyez si la prescription était effectuée dans le cadre de l'AMM, on vous a remis le résultat en encadré vert. La prescription est donc dans le champ de l'autorisation de mise sur le marché. Et en revanche, on le voit sur la diapositive suivante, si la prescription se fait en dehors du cadre de l'indication AMM. À ce moment-là, vous voyez bien la mention prescription en dehors du champ de l'AMM qui apparaît sur le justificatif d'accompagnement à la prescription. Et à ce moment-là, donc, hors AMM, il n'y aura pas de facturation possible à l'assurance maladie. Au final, donc, comment faire pour facturer à l'assurance maladie? Eh bien, vous devrez donc disposer du justificatif en plus de l'ordonnance du patient. Vous vérifiez donc dans le cadre résultat si la prescription est effectuée dans l'indication AMM ou hors indication AMM. Si c'est bien dans l'indication AMM, vous facturez la molécule ainsi que le code PRR. Vous transmettez l'ordonnance et le justificatif papier. Et il convient aussi, bien sûr, donc d'archiver le justificatif papier. En cas de contrôle, vous devrez être à même de pouvoir le présenter. L'idée là sur les mois qui viennent, c'est bien sûr d'inviter les prescripteurs et les pharmaciens à enregistrer ce formulaire dans le DMP du patient de façon à l'avoir dématérialisé et de pouvoir le consulter à tout moment. Et bien sûr, on invite aussi les patients à enregistrer eux-mêmes le document dans Mon Espace Santé pour qu'ils puissent le retrouver a posteriori. Je vous rappelle qu'une période de souplesse de 3 mois a été mise en place à l'entrée en vigueur, donc qui était début février 2025. Donc jusqu'au 1er mai 2025, il y avait une période de tolérance qui arrive donc dans 15 jours à terme. Et je passe la parole à Karine pour les biosimilaires.
Merci Marlène. Bonjour à tous. Alors, le deuxième sujet d'actualité que nous souhaitions vous exposer aujourd'hui porte sur les biosimilaires. Alors, nous allons tout d'abord faire quelques rappels très rapides. Donc, un médicament biologique est un médicament dont la substance active est produite à partir d'une source biologique ou en est extraite. Et un biosimilaire, c'est un médicament biologique de même composition qualitative et quantitative en substance active et aussi de même forme pharmaceutique que son bioréférent. Cependant, on ne peut pas le qualifier de spécialité générique car il existe une variabilité de matières premières ou dans les procédés de fabrication. Alors, les biosimilaires sont inscrits sur la liste des groupes biologiques similaires sur le site de l'ANSM. Et parmi cette liste, certains biosimilaires sont substituables par le pharmacien. Les biosimilaires vont présenter de nombreux avantages. Alors tout d'abord pour le système de santé, car ils présentent des coûts inférieurs par rapport aux bioréférents d'environ 30% pour une efficacité et une sécurité équivalentes. Ils présentent des avantages pour l'officine également par la légalisation des marges entre bioréférents et biosimilaires depuis le 1er août 2024. Et ils présentent également des avantages pour les patients, car en permettant une extension d'accessibilité au traitement, on se trouve moins exposé à des phénomènes de pénurie. Donc, pour le pharmacien d'officine, la substitution remonte déjà à quelques années. Ça a commencé en avril 2022 avec le filgrastim et le pegfilgrastim, puis en novembre 2024 avec le ranibizumab. Et dernièrement, ceci s'est élargi avec l'arrêté du 20 février 2025 où on a vu arriver 6 nouvelles molécules qui deviennent substituables par le pharmacien d'officine. Donc, au total, à ce jour, le pharmacien d'officine dispose de 9 molécules substituables parmi les médicaments biologiques. Alors, des conditions spécifiques de substitution et d'information à la fois du prescripteur et du patient s'appliquent aux 6 nouveaux groupes biologiques similaires substituables. Ces dispositions vont porter sur le dispositif d'administration, le dosage, la posologie, le volume d'injection. Et ce sont des conditions qui sont bien décrites spécifiquement dans l'arrêté. Une autre spécificité porte sur la possibilité qui est donnée aux patients de revenir à la spécialité initialement délivrée si cela s'avère nécessaire. Diapositive suivante, merci. Alors, nous vous présentons ici un document de synthèse qui est établi par l'OMEDIT Île-de-France et qui permet d'une façon très globale de voir la situation à ce jour concernant les biosimilaires à l'officine. Donc, on peut voir très distinctement que le pharmacien peut substituer au sein de 9 groupes biologiques similaires dont les bioréférents sont l'Humira, le Lovenox, Leprex, Enbrel, Neupogène, Gonal F, Neulasta, Lucentis et enfin Forsteo. On, a- on appuie sur le fait que l'ANSM, dans son avis de décembre 2024, a exclu de la substitution les spécialités appartenant au groupe biosimilaire insuline, car elle a jugé qu'actuellement, elle était trop complexe et trop risquée. Donc, l'arrêté du 20 février va reprendre les conditions générales de substitution qui s'appliquent à tous les groupes biologiques similaires. Elle stipule que le pharmacien doit informer le patient de la substitution et donner également les informations qui sont utiles, en particulier les règles de conservation. Le pharmacien doit également mentionner sur l'ordonnance le nom du médicament qui a été dispensé. Il doit aviser le prescripteur du médicament réellement dispensé par le moyen de son choix. Il doit procéder à l'enregistrement du nom du médicament ainsi qu'à son numéro de lot pour en assurer la traçabilité. Et il doit aussi assurer la continuité de la dispensation du même médicament lors des dispensations suivantes, de manière à ce que le patient puisse bénéficier d'une stabilité dans son traitement. Quelques points particuliers concernent la substitution par les biosimilaires. Alors, à ce jour, le refus de substitution par le patient n'empêche pas la pratique du tiers payant et n'entraîne pas non plus de minoration de la base de remboursement pour le patient.
Le prescripteur peut s'opposer à la prescription et dans ce cas-là, il n'y a pas de formalisme pour la mention qu'il doit apposer sur l'ordonnance. Et nous vous rappelons qu'en dehors des 9 groupes biologiques autorisés à la substitution, le pharmacien doit dispenser le médicament prescrit. Je passe la parole à Colombe. Merci Karine. Donc on va maintenant aborder la nouvelle réglementation des opioïdes. Donc sa nouvelle réglementation, elle a pour but de limiter les mésusages et les ordonnances falsifiées. Donc c'est pour ça que la NSM a fait évoluer ses règles de prescription qui sont actives depuis le 1er mars 2025. Donc sont concernés par cette nouvelle réglementation les médicaments qui contiennent du tramadol, de la codéine et de la dihydrocodéine. Pour information, la poudre d'opium ne fait pas partie de ce dispositif. Cette prescription, donc, elle devra être sur ordonnance sécurisée avec le dosage, la posologie et la durée du traitement rédigée en toutes lettres. La durée maximale de prescription est donc limitée à 12 semaines. Et à titre dérogatoire, toutes les ordonnances qui ont été établies avant le 31 mars 2025 restent valables jusqu'à la fin du traitement prescrit. Et donc, je passe la parole à Marlène qui va vous parler des entretiens opioïdes. Merci Colombe. Donc, en Parler des effet, entretiens opioïdes. l'objectif de l'accompagnement de ces patients pour les entretiens opioïdes est de prévenir et de limiter leur dépendance. Alors, à quels patients ça s'adresse? Eh bien, aux adultes de plus de 18 ans qui sont sous traitement parentalgique de palier 2. Et les molécules concernées sont donc le tramadol, la poudre d'opium, la codéine et dihydrocodéine, sachant qu'on vous invite à insister sur la poudre d'opium, molécule pour laquelle il n'y a pas pour l'instant d'ordonnance sécurisée obligatoire. À quel moment? Cet entretien, il peut être proposé aux patients à partir de la deuxième délivrance, donc à partir du premier renouvellement de la prescription d'une de ces molécules. Et ça peut également se faire au cours des 12 mois qui vont suivre cette première délivrance. Alors, concernant du coup le déroulement de l'entretien, c'est un entretien court où donc le pharmacien va informer le patient sur le risque de mésusage. Il va également donc lui rappeler les règles de bon usage de ces opioïdes. Ça va être aussi l'occasion d'évaluer le risque de dépendance via le questionnaire POMI que vous voyez à l'écran. Donc, il s'agit de 5 questions auxquelles le patient va répondre et un score de 2 ou plus sur ce questionnaire suggère un risque de mésusage. Donc, ça va être l'occasion d'alerter en réalité le prescripteur et ou le médecin traitant d'une potentielle dépendance du patient aux opioïdes. Et pour vous également, pharmacien, c'est l'occasion de réaliser une surveillance particulière sur les prochains renouvellements pour ce patient-là. Concernant les outils donc, qui sont à votre disposition, eh ben, vous avez le mémo pharmacien, les opioïdes de palier 2 qui a été validé par la HAS, Haute Autorité de Santé, que vous voyez donc à l'écran. Et vous avez également la fiche assurance maladie, c'est la fiche entretien accompagnement opioïde qui sera donc à remplir et à conserver par le pharmacien sous format électronique et vous pourrez donc également ici l'archiver dans le dossier médical du patient. Enfin, concernant la facturation, eh ben, vous avez le code acte EPA rémunéré 5 euros. Le taux de prise en charge par l'assurance maladie s'élève à 70% et c'est un code acte qui est à facturer seul. Voilà pour les entretiens opioïdes et je passe la main à Karine pour la dispensation des pansements. Oui, alors concernant les pansements, un nouvel arrêté du 13 mai 2025 est venu formaliser et préciser les exigences en matière de prescription et de délivrance des pansements. Ceci dans l'optique de limiter le gaspillage et d'optimiser la prise en charge des patients. Alors cet arrêté met en avant deux nouveautés. Cet arrêté est entré en vigueur au 1er avril 2025. Donc là, tout d'abord, il insiste sur la nécessité d'avoir une précision accrue sur les prescriptions. Celles-ci doivent désormais inclure explicitement la catégorie de pansement ou de compresse, la quantité nécessaire, la taille, la fréquence de renouvellement, ainsi que tout élément que le prescripteur jugerait utile, comme par exemple la dénomination commerciale précise ou le caractère absorbant d'un pansement. Et la deuxième nouveauté
est la limitation de la première délivrance par le pharmacien ou le prestataire. Cette première délivrance est dorénavant restreinte à une quantité couvrant 7 jours de traitement. Par la suite, les renouvellements pourront être effectués à l'issue de la période de traitement couverte par le premier conditionnement et ces renouvellements se feront en fonction des besoins du patient et dans la limite de la durée de traitement qui est mentionnée sur l'ordonnance. Nous vous précisons que tout changement de pansement est considéré comme ouvrant une nouvelle période de 7 jours, ce qui signifie qu'une période de 7 jours s'ouvre à chaque changement de taille de pansement, type de pansement ou changement de marque, car pour rappel, il n'y a pas de substitution possible entre les marques. Donc, pour répondre à ces nouvelles exigences réglementaires, il est nécessaire de disposer de conditionnements adaptés. C'est pourquoi, suite à l'avis de la CNEDIMS, qui est la commission qui a en charge l'évaluation des dispositifs médicaux, un appel aux fabricants a été réalisé afin de mettre sur le marché des conditionnements adaptés. Et dans l'attente, il est recommandé de délivrer le conditionnement permettant de répondre au mieux à ces 7 jours de traitement. Pour information, vous avez dû recevoir le 28 mars dernier un mail Osmose qui vous explique cet arrêté et qui vous apporte des exemples pratiques. Je passe la main à Caroline pour la clozapine. Oui, donc on a également une actualité réglementaire sur la clozapine, à compter du 1er avril 2025, la prescription initiale de clozapine, donc le Leponex et l'ensemble du groupe générique, est désormais possible en ville. Elle reste cependant réservée aux spécialistes en psychiatrie, neurologie et gériatrie. Alors, l'objectif de cette extension de prescription initiale, ça a été d'améliorer l'accès à une plus large population à ce traitement. Alors, l'extension à la ville n'exclut pas le renforcement, enfin, le renforcement médical, le suivi médical des patients. Et j'en profite pour dire que le carnet de suivi a été mis à jour en février 2025. Il est disponible sur le site de l'ANSM. On vous remet le lien en bas de la diapo pour aller le chercher si besoin. Donc voilà, je repasse la main à Colombe pour la fin du OMI. Merci beaucoup. Donc Cédric, si tu veux intervenir donc pour répondre aux questions qui ont été posées. Alors, on a eu énormément de questions, hein, un peu dans tous les sens. On n'a pas pu répondre pour l'instant à tout. J'en ai encore 25, plus de 25 en attente. On va peut-être essayer de se focaliser un peu sur l'Ozempic. On nous a posé la question, peut-on délivrer un Ozempic si le médecin a écrit sur l'ordonnance la mention conforme à l'AMM? Quelqu'un peut répondre? Oui, je vais prendre la main. Alors, la mention sur l'ordonnance n'est pas valable. Il faut absolument que le médecin remplisse le formulaire dédié d'accompagnement à la prescription et c'est ça qui sera recevable. On a aussi vu les questions notamment sur les indications thérapeutiques remboursées et je pense aux patients pour lesquels la metformine ne peut pas être prescrite parce qu'il y a une réelle intolérance ou contre-indication à la metformine. Là, c'est au médecin de juger de la prescription, est-ce qu'elle se fait dans le cadre de l'AMM ou non. Et c'est bien le médecin qui va cocher la case et donc voir dans quel cadre se fait la prescription. Vous, en tant que pharmacien, vous avez uniquement à vous poser la question du champ de l'AMM qui est inscrite dans le résultat. Vous n'avez pas à vous poser la question de l'ITR. Donc, c'est vraiment le médecin qui engage sa responsabilité au moment où il va remplir et signer le justificatif. Ok. On a eu une autre question. Comment peut-on s'assurer que le formulaire qu'on nous présente n'est pas un faux? Je vais prendre la main. Donc, Ouais. l'outil que vous avez aujourd'hui, c'est Asafo. Donc, Asafo, ça va vous permettre de voir si une ordonnance est falsifiée. Et bien évidemment, c'est aussi un outil que vous pourrez utiliser pour voir si le formulaire est un vrai ou pas. Et donc, si vous avez toujours un doute et si l'information n'est pas dans Asafo, bien sûr, on vous invite à contacter le prescripteur pour être sûr que le formulaire est vrai. On nous pose d'autres. Merci.
On nous pose une autre question. Concernant les biosimilaires, doit-on informer le prescripteur de la substitution à chaque délivrance ou que lors de la première? Quelqu'un? Théoriquement, comme le système vous invite à avoir une continuité dans la délivrance, l'information est à faire à la première délivrance. Après, si on revient en arrière et qu'on revient aux médicaments, aux bioréférents, l'information peut être intéressante à porter à la connaissance du prescripteur également. Ok. Alors une autre, est-ce que le médecin peut inscrire sur son ordonnance médicaments non substituables? Là, j'ai pas compris ouais, je comprends pas la question, j'aurais pas dû la poser. Oui, alors on nous précise, oui, c'est quand même difficile de refuser la délivrance de codéine avec une ordonnance valide mais non sécurisée lors d'une garde. Malgré tout, ça reste les règles parce que justement ces produits sont sur ordonnance sécurisée parce qu'il y a du mésusage et il y a des vraies problématiques avec la codéine, hein, tout le monde le sait. Les sirops maintenant sont sur prescription, etc. Il y a beaucoup de dérives, de consommation de drogue à visée festive. Donc malgré tout, même si c'est difficile, il faut s'en baser à la réglementation. Euh, le code, ah oui, le code P, donc c'est le PRR, hein, parce qu'on me dit PPR, c'est PRR le code. Le code transfert PRR doit être facturé à chaque délivrance d'un ordre du GLP1. Oui, non, pour vous? Logiquement, Oh oui, oui, pour à moi, chaque oui, à chaque délivrance, du délivrance, moment qu'elle. facturation du code PRR. Oui, à condition que le formulaire soit conforme, etc. Donc, on doit bien facturer à chaque fois. À savoir que ce code est suivi en fait par la CNAM, suivi de près, pour voir aussi toute déviance et toute anomalie, et notamment avec des prescripteurs qui, par exemple, ne feraient pas du tout de formulaire. On a peut-être une autre question sur les pansements. Que faisons-nous quand il n'existe pas de boîte de pansement adaptée aux 7 jours? Donc là, eh ben, forcément, on essaye d'aller au plus petit conditionnement, hein, c'est comme pour les médicaments, hein, on essaye d'aller au plus proche et a priori, les laboratoires vont certainement adapter leur conditionnement très prochainement. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions. Si une dernière, les compresses, les bandes et les autres produits autres que les pansements, mais dans le but d'un pansement, sont-ils concernés par cette période de 7 jours? Karine, si... Et les pansements, c'est tout ce qui est décrit au niveau de l'arrêté, en fait. Mais techniquement, compresse bande, en tout cas tout ce qui sert au pansement, doit respecter la même règle, en effet, par période de 7 jours, mais comme l'a aussi précisé Colombe, en effet, quand les boîtages ne le permettent pas, et ben en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est être au plus près économiquement de ces 7 jours. C'est-à-dire une boîte de petites compresses, un nombre de bandes acceptable, etc. Et donc, il faut être au plus près de ces 7 jours, y compris pour les annexes au pansement qui sont utilisées dans le pansement. Il y en a encore beaucoup. De toute manière, toutes les questions, on va les récupérer, on va y répondre et on vous enverra dans un deuxième temps donc la réponse à ces questions, ainsi que le PDF de ce webinaire. Donc vous aurez tout dans un deuxième temps. Donc je vois que le temps file, donc on va peut-être s'arrêter là, Cédric. Oui, oui, je vais continuer à répondre. Ok, donc voilà, pour en savoir plus, donc vous avez toujours la possibilité de télécharger le livret l'essentiel de la réglementation à l'officine. Donc il va avoir une nouvelle version cet automne qui du coup mettra à jour avec toutes les actualités réglementaires et Dieu sait qu'il y en a en ce moment. Donc je vous ai mis le chemin pour accéder donc à ce livret. Je vous rappelle que pour nous contacter, donc le service médical, deux possibilités, soit par téléphone au 3608, soit via votre messagerie Amélie Pro, contacter le service médical. Vous pouvez également retrouver ce webinaire en rediffusion sur la chaîne YouTube DRSM Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, maintenant je vous remercie de votre attention. Je remercie mes collègues qui ont participé à ce webinaire et je vous souhaite une belle fin de journée et de joyeuses Pâques. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Au revoir.